Au cœur de la mêlée, notre émission du lundi soir sur Sud Radio qui revient bien sûr sur le week-end. Et quel week-end au sommaire ce soir, une 6e étoile pour Toulouse, le plus grand succès de la génération Dupont. On va se poser cette question en consultant les grands anciens des différentes générations du Stade Toulousain, de Fabien Pelouse à Thierry Mazet, en passant par Grégory Lambollet. J-3 avant les demi-finales de Pro D2. Béziers peut-il créer la surprise et rêver d'accession? Son directeur sportif Benjamin Bagat sera avec nous aux alentours de 20h45. Yoann Huget et Philippe Soumaguero sont fidèles au poste. Vous aussi, au 0826 300, vous êtes les bienvenus. 300, vous êtes les bienvenus au standard de Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir à tous et en ce jour de défaite et d'élimination au premier tour de Rafael Nadal à Roland-Garros. Bienvenue à notre Hidalgo à nous. Yoann Huget, bonjour. Bonjour à tous. Bonsoir Philippe Soumaguero. Non mais l'Hidalgo littéraire, pas Anne. Hein. Voilà, non mais... Il est fou ce mec. Il arrive, il est en grande forme. Ouais. Salut Quentin. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Salut Philippe et salut Quentin Cabanis. 3 infos pour démarrer cette émission du lundi, côté rugby. Et oui, la première elle concerne l'équipe de France de rugby à 7 qui va jouer ce week-end le tournoi de Madrid. Ce sera du 31 mai au 2 juin. À noter que dans cette étape, Antoine Dupont sera bien de la partie avec le 7 de France masculin. Le Stade Rochelais qui déplore de nouveaux blessés à longue durée avant le match contre le Stade Toulousain. C'est Thomas Lavaux, le deuxième ligne, qui est blessé, qui est out jusqu'à la fin de la saison. En revanche, de bonnes nouvelles quand même pour les jaunes et noirs. Les retours ce week-end de Brice Dulin et Jonathan Danty. Louis Carbonel, lui, évoluera la saison prochaine au Stade Français Paris. Il s'est engagé pour 3 saisons. C'est Domingo Miotti qui va le remplacer du côté de Montpellier. Et puis, ce week-end, on va évidemment retrouver le top 14, mais il y aura aussi les demi-finales de Pro D2 avec jeudi soir Aix-en-Provence, Grenoble et vendredi un savoureux Vannes Béziers, François. Oui, on en parlera à partir de 20h45. Je le disais, Benjamin Bagat, directeur sportif de l'AS Biterroise Béziers, sera avec nous en direct pour justement parler de ces demi-finales. Mais restons quand même très toulousains ce soir parce que oui, il s'est passé un grand moment sur l'antenne de Sud Radio ce week-end. C'est bien sûr le succès de Toulouse, un 6e titre européen, une 6e Champions Cup, une 6e étoile. Un grand succès, Yoann, d'abord. Qu'est-ce qu'il en reste comme ça 2 jours après? Qu'est-ce que tu retiens de ce match? La solidarité qu'ont fait preuve les joueurs, ils ont rompu, mais à chaque fois il y avait quelqu'un qui rattrapait un coup, et à chaque fois il y avait Antoine, Romain qui grattait des ballons, des choses qui étaient à ce niveau-là qui sont tout simplement incroyables parce qu'ils ont pris le Leinster à leur propre jeu. Ouais, Philippe, qu'est-ce que tu gardes toi d'une image ou un moment de ce match? Ouais, cette force collective, moi, il y a un moment que je garde, c'est 10 minutes en début de deuxième période où les Toulousains nous avaient un peu inquiétés, notamment en demi-finale. Et pour moi, c'est vraiment le tournant du match parce qu'on sent le Leinster revenir et d'habitude, quand il s'installe dans les 22, il marque toujours des points. Et puis là, il y a ce moment temps fort du Leinster, 100 points. Et puis dans la foulée, ce coup rattrapé avec cette percée de Chian. Et là, pour moi, il y a le match qui bascule avec ce caractère collectif qui quittera plus les Toulousains jusqu'au bout. Ouais, on va en parler bien sûr avec nos invités et nos grands témoins, notamment un certain Fabien Pelouse qui est avec nous et qu'on est heureux d'avoir avec nous. Salut Fabien. Salut François, salut les amis. Et merci d'être avec nous. Bon, tu vois, j'ai tout préparé dans cette émission, mais je suis tellement habitué à t'avoir et puis on sait que tu as un tel palmarès que je sais même plus combien de Coupe d'Europe tu as gagné. Pour moi, je dirais 3, mais je sais que... Tu me vois plus beau que je ne suis. Je n'en ai gagné que 2. Ouais, tu n'en as gagné que 2. Mais c'est vrai qu'il y a eu celle de... Si j'ai joué 4 finales. Ouais, d'accord, voilà. Il y a eu 2004 et 2008. Ça avait été des belles finales, mais elles avaient perdu. Là, celle-là a été gagnée au bout d'une très longue prolongation. 15 partout, on le rappelle. Fin du temps réglementaire. 31-22 à la fin du temps final. Est-ce que toi, tu as eu un doute, Fabien, devant... D'abord, tu l'as regardé où? Devant ton écran ou tu étais au stade? Bah alors pour tout vous dire, j'étais à Marseille en attendant le concert le concert de chanteur et qui n'est jamais venu finalement. Donc, un certain Bruce Springsteen. Exactement. Le boss. Et voilà. J'ai eu le choix de monter à Londres ou d'aller voir le concert et j'avais choisi le concert parce que je me suis dit bon mais c'est un peu original pour moi en fait finalement. Très bon choix. J'ai pas fait un bon choix. Ça c'est déjà une première info. Quel moment pour toi t'a marqué que tu retiens 2 jours après?
Le côté un peu inexorable de finalement de ce match, où on sent qu'il y a une dynamique qui se met en place à un moment dans le rapport d'opposition et qui est favorable finalement au Stade Toulousain, même si tout n'a pas été facile, notamment sur la conquête, notamment en mêlée, où on a quand même beaucoup souffert. Mais il y a le côté inexorable de se dire que chaque fois il y a un joueur qui rattrape les coups, et notamment souvent Antoine Dupont qui a rattrapé quelques coups, et notamment défensivement. Et comme le disait Johan, je crois, le Leinster s'est fait prendre à son propre jeu, notamment dans le jeu des rucks, où le Stade Toulousain était très bon, notamment en première mi-temps, sur les rucks défensifs, où ils ont récupéré des ballons sur des contre-rucks, récupéré des ballons au sol. Et ça, normalement, c'est plutôt le Leinster qui fait ça. Et on les a vus déstabiliser en première mi-temps sur principalement ce jeu-là. Et ils ont su aussi redresser la barre parce qu'ils étaient mal embarqués dans ce match. Tu le mets où, toi, sur l'échelle des grandes victoires toulousaines de l'histoire? T'as participé à quelques-unes de ces victoires, et puis t'en as vu aussi d'autres. Tu la places où, cette c'est toujours difficile à hiérarchiser, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est l'émotion que ça donne. Et celui-là, il nous a donné beaucoup d'émotions. On est passé un peu par toutes les phases, avec un peu de peur aussi, sur le dernier drop du remplaçant irlandais là, qui était rentré à l'ouverture, et durant le temps réglementaire. Donc on est passé un peu par toutes les émotions, mais ces émotions, elles ont été fortes. Alors franchement, je pense que celui-là, il prendra une place quand même un peu particulière dans le cœur de tous les supporters, parce que il a été très difficile au bout du suspense, avec un ascenseur émotionnel assez fort. Je crois que il se place dans les grands moments, comme la finale du championnat avec l'essai de Charvet. Ces moments en fait qui marquent finalement tout un peuple de supporters, et par extension toute une communauté humaine, notamment celle de Toulouse et de la région. Johan Huget, toi tu la places où, cette victoire, par rapport à... Parce que souvent il y a eu des victoires aussi contre des clubs français, je pense à 2005 ou 2021. Ou 2021, c'est vrai. Là c'était face au... puis tout confondu. Les deux. Je mettrais juste quand même derrière l'essai de Romain Ntamak sur la finale de Top 14. Parce que on sent que le stade a perdu à ce moment-là. Donc c'était vraiment cette émotion où il y a cette action, et ça bascule, et tu gagnes le match sur la dernière action, coup de poker, et ça fonctionne. Alors que là, on tient le match, après il nous échappe un peu, il y a les prolongations, c'est un peu plus long, c'est un peu plus indécis, mais on sent les Irlandais ne sont jamais passés devant au score. On a le match, même s'il a la tentative de drop à la fin. Et je pense que malgré tout, les Toulousains avaient le destin entre leurs mains durant tout le match. Je te fais réagir, Philippe, dans un instant, et Fabien Pelouse toujours avec nous. Mais on accueille Marco, supporter du Stade Toulousain et forcément auditeur de Sud Radio. Bonsoir Marco. Bonsoir. Remis des émotions. Comment vous la jugez, cette victoire, et au panthéon des grandes victoires du Stade Toulousain? Alors, je pense que oui. Déjà, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Et non, c'était une finale incroyable et très stressante, très stressante. Même au début, ça montre la force collective, comme on dit depuis le début du Stade Toulousain. Il y a qu'à voir, on perd Pitaki dès le début du match, petit stress, et puis finalement on voit que peu importe qui on met au centre, il y a un travail énorme de l'équipe et une profondeur de banc incroyable, mais surtout c'est un groupe qui a gagné avant tout. Mais finale très stressante. Ouais, stressante, mais enfin moi au carton rouge, je faisais pas le malin là. Fabien Pelouse, toi tu l'as perçu comment, le carton rouge d'Arnold, parce qu'il y a 10 points d'avance à ce moment-là au début de la première prolongation. On se dit ça y est là, c'est bon, ils ont pris le large, ils vont jamais lâcher. Et là il y a revirement de situation quand même. Ouais, revirement, même si j'ai l'impression que la dynamique était en place en fait. Et c'est vrai que ce carton rouge, il vient un peu casser un peu la dynamique, mais pas tellement en fait, parce que on n'a plus qu'à se contenter entre guillemets de bien défendre, de pas faire de faute et de pas leur donner d'occasion. Et finalement, c'est ce qu'on est arrivé à faire.
cette fin de match. Il restait pas grand chose à jouer. Tout le monde était un peu oxy, donc il fallait juste aller puiser un peu dans les réserves pour garer de la lucidité en fait. Mais la dynamique, j'ai l'impression, était enclenchée et le Leinster surtout commençait à baisser la tête. Donc j'ai pas été trop inquiet. Ouais, Philippe Spanghero, toi non plus, le carton rouge, il t'a pas inquiété? Non, pas beaucoup, parce que comme le disait Fabien, on sentait les Toulousains en place. Le carton jaune de l'eau fait beaucoup plus mal au Leinster, début de prolongation. Là, ils prennent l'eau à ce moment-là et le match a définitivement basculé. Après, c'est vrai que le stade finit très très fort et en ça, on est revenu assez loin quand même tout au long de la saison sur cette profondeur d'effectifs qui leur a permis d'être aussi large en top 14, de pouvoir faire tourner, d'avoir tous les cadres frais pour vivre ce match jusqu'au bout et puis sortir ces minutes importantes en prolongation. Et ça, quand même, sur cette saison, c'est assez exceptionnel. Ce que fait le Stade Toulousain aussi, il y aura presque 60 joueurs utilisés sur la saison. Et c'est aussi le travail fait en amont qui leur a permis d'arriver dans des conditions optimales. Ouais, et de tenir parce que les joueurs du Leinster et du Stade Toulousain avaient, pour les Toulousains, 13 matchs. Et le Leinster 16, alors que d'habitude on est à 2 fois plus de matchs joués, donc l'importance physique à ce moment-là d'une finale était très importante. Elle a été capitale dans cette prolongation. Marco, pour terminer et te remercier d'être avec nous, Marco, quand même ce match et notamment ce match de la génération Dupont, c'est leur 5e titre, on va dire, Dupont et Tamac, mais c'est le plus beau celui-là ou pas? Le plus beau, je sais pas. En tout cas, un des plus beaux, oui. Après, comme disait Yohan Huget l'an dernier avec l'essai de Ntamak à la fin du match, je pense que celui-là, on peut le mettre dans le top 3 et même top 2. Parce qu'arriver à jouer plus de 100 minutes, parce que la première mi-temps des prolongations a quand même duré. C'était très, très costaud et une très très belle victoire. Ouais. Fabien Pelouse, avant de te libérer et te remercier, juste quand même sur le doublé. Cette équipe, elle a, on va dire déjà son billet pour les demi-finales. Elle va pouvoir un peu gérer, mais il faut déjà repartir. Là, il y a des célébrations ces derniers jours. Il y a un peu de fête, ce qui est bien normal. Mais il va falloir quand même repartir face à La Rochelle qui a besoin de points. Comment on peut mentalement se remobiliser après avoir autant donné, même si on fait tourner l'effectif? Ouais, ça va tourner un peu et puis il y a quand même un autre titre à aller chercher. Je crois que ce qui caractérise surtout cette équipe, c'est son l'ambition de marquer l'histoire. Et là, ils ont une bonne occasion. Ils ont fait la moitié du chemin pour faire le doublé. Un doublé, on a vu que c'est pas si facile à faire que ça. Et là, j'ai pas l'impression que si le Stade Toulousain joue à son niveau, il y a un rival en France. Donc j'aime dire, ils ont leur destin en main. Ils ont juste à se mettre sur le terrain, à mettre l'engagement qu'ils mettent d'habitude pour faire ce doublé. Et je crois que dans la dynamique dans laquelle ils sont, la confiance surtout que leur a donné l'ensemble de la saison et ces derniers matchs, franchement, je les vois quand même très très bien partis et je vois pas qui c'est qui pourrait se mettre en travers de leur route. D'accord, tu peux parier ta maison. Ça reste du rugby quand même. Et le rebond peut être des fois fatal. Mais là, franchement, un de tes hélicoptères alors. Ouais, c'est ça, ouais. On rappelle que Fabien est pilote d'hélicoptère. Il a le diplôme. On ne sait pas s'il a des hélicos, mais enfin, en tout cas, il sait les piloter. Non, j'en ai pas. Je vous rassure, j'en ai pas. Non, mais en tout cas, voilà, les ceintures noires de judo en plus après dans l'après-carrière. Bon, Fabien, on te remercie d'avoir été avec nous. Kiné, restaurateur, je suis le couteau suisse, c'est ça. Ouais, non, mais en fait, c'est pas mal. Et par contre, là où t'es pas bon, c'est sur les concerts de Bruce Springsteen. Là, t'es 0% pour l'instant, 0%. Bon, merci Fabien d'avoir été avec nous en direct. Fabien Pelouse, en direct sur Sud Radio, grand plaisir. Merci à Marco qui était avec nous également. Il est encore là ou pas, Marco? Oui. Juste petite question sur le doublé ou pas doublé? Oui, vu comment ils sont lancés, comme on disait, avec la profondeur de banc qu'ils ont, quand on voit qu'il y avait encore Ange Capozzo et Pierre-Louis Barassi en tribune, je pense qu'il y a de quoi faire.
Allez, ben on va suivre ça bien sûr. Remercier Marco. Vous nous appelez au 0826 300 300 et on accueille dans un instant Grégory Lambollet, autre ancien de la maison du Stade Toulousain, pour revenir sur cette finale et cette 6e étoile sur Sud Radio au cœur de la mêlée. Sud Radio au cœur de la mêlée. François Trio. 20h20 au cœur de la mêlée, l'émission du lundi sur Sud Radio pour parler rugby, pour revenir sur la 6e étoile du Stade Toulousain. Johan Huget, Philippe Spanghero qui sont là, 0826 300 300, vous êtes les bienvenus sur la radio du rugby. Et on accueille Grégory Lambollet. Salut Greg, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Salut à tous. Bon, 16 saisons au stade, une Coupe d'Europe, 3 Brennus, Grégory, mais j'imagine aussi des émotions de supporters. Comment t'as vibré et qu'est-ce que tu retiens de cette 6e étoile ? Déjà, tu m'enlèves 2 Coupes d'Europe. Alors, mes finances, j'ai vibré comme tous les Toulousains. Je pense qu'on était tous très heureux à la fin du match parce qu'on n'a pas réussi à se détendre pendant le match. C'était tellement c'était tendu. Mais après, un match énorme entre 2 équipes qui ont été à leur niveau et on s'est régalé devant la télé. On s'est régalé. Johan Huget, on en parlait là hors antenne. La performance d'Antoine Dupont, quand même, 4 ballons grattés. Performance défensive. Alors, est-ce que je peux faire une parenthèse par rapport à ça ? Je dois faire un énorme mea culpa parce que j'ai besoin d'avoir l'avis d'experts qui sont autour de la table. Mais j'ai un message que j'ai envoyé sur le WhatsApp de l'équipe à la mi-temps où je disais je trouve qu'Antoine Dupont n'est pas complètement dans son match. Est-ce que j'ai été le seul à voir ça ? Non, t'as raison. J'étais en train de dire ça avec François, que sa première mi-temps, en termes de gestion, elle était un peu compliquée, surtout ce dernier ballon qu'il a géré pour sortir à la mi-temps. C'est vrai, 2 ou 3 passes un peu mal ajustées. Non mais c'est ça qui est dingue. Voilà, c'est la force de caractère ils reviennent du retour des vestiaires, c'est plus le même mec quoi. Mais il a cette faculté à quand même à s'analyser très très vite et à rectifier le tir. Ça, tu lui parles d'un truc, il réagit de suite. Oui, mais là, il arrive, c'est un joueur extraordinaire d'une intelligence hors norme. Donc Antoine, pour ça, il est capable de basculer en 2 minutes. Greg, toi, ton avis sur justement la performance d'Antoine Dupont ? C'est vrai qu'il y a eu une performance défensive de top niveau quand même. Ah oui, tout à fait. Après, on a plus de superlatifs pour décrire les performances d'Antoine, mais c'est vrai qu'en début de match, je pense qu'il était plus ou moins ciblé et il lui mettait beaucoup de pression sur les sorties de ruck, en tapant sur les ballons, en essayant de taper sur les bras, en essayant vraiment de le chasser. Mais il a réussi quand même à se sortir de cette pression. On l'a vu notamment, vous disiez là sur la deuxième mi-temps. Et puis après sa performance en défense et puis dans la gestion après au pied, à un moment donné il nous trouve un 50-22, ça se joue vraiment à rien et donc tout ça fait qu'il réalise encore une performance majuscule. Est-ce que c'est plus compliqué pour Antoine Dupont aujourd'hui de s'exprimer offensivement parce que quand il se fait intercepter par le talonneur, quand il se fait gêner par Doris parce qu'il arrive pas, il lui tape sur le bras alors que là je pense qu'il y avait faute quand même. Oui, mais Dorian Desgris fait la même, donc il compense un peu l'arbitre. Donc sur ça on peut pas trop contester. Malgré tout, dans sa faculté à s'exprimer offensivement sur ce match comme ça, face à une très très belle défense du Leinster, comme celle du Stade Toulousain d'ailleurs. C'était un match cadenassé, c'était très dur pour lui. Il a essayé, il a tenté. Il provoque le carton jaune quand même. Il provoque, il a tenté de se démener offensivement, mais ça n'a pas suffi parce que c'est quand même une très très belle défense. Ouais, on savait plein de choses, Philippe, d'Antoine Dupont. On savait que c'était un grand défenseur, un peu comme un 3e ligne, mais là on l'a vu aussi qui a réussi à désamorcer des ballons portés même. Il a neutralisé des ballons portés. Non, mais il neutralise des ballons portés, il gratte 4 ballons dans les rucks, il trouve 2,50-22 à partir de la deuxième mi-temps. Enfin, c'est surréaliste. Donc, comme le disait Greg, il y a plus de superlatifs. Je pense là, quand on voit tous les grands joueurs du rugby, du monde du rugby sur les réseaux sociaux s'extasier complètement, en fait, la question c'est de se demander si on a déjà connu ça dans l'histoire de notre sport, quoi. Et on a la chance de le vivre là et qu'il soit à Toulouse et qu'il soit français. Mais on a eu Greg Lambollet quand même à ce niveau-là. À un moment donné, il traversait le terrain, c'était incroyable.
Ouais, Greg, quand même, je le précise, mais deuxième plus grand joueur de l'histoire du Stade Toulousain après Jean Bouillou en termes de matchs joués. Donc, voilà. quand même, il y a un respect. Donc, maintenant, vous vous affrontez sur un autre terrain, au paddle, mais bon, c'est pas l'objet du soir, mais non, plus sérieusement, c'est vrai que c'est complètement dingue et il est un des artisans de la victoire. Parce que c'est dommage parce que quand t'as Antoine Dupont à côté, ça occulte des performances hors normes parce qu'il y a celle de Willis qui est colossale. Il y a le match de Kinghorn. On pouvait se poser la question quand même. On a parlé tout au long de la semaine du choix entre Ramos et lui. Il fait quand même un match. Je l'attendais pas du tout à ce niveau. Il y a Mathis Paul Lebel Coste aussi au milieu du terrain, Mathis Lebel. Mais quand t'as Antoine Dupont à côté, il y a des performances monstrueuses qui perdent un peu de leur superbe, quoi. Mais c'est surtout sa longévité, Antoine, d'être à ce niveau-là. Ça fait 3-4 ans maintenant qu'il performe. Il n'y a personne qui peut rivaliser avec lui. Et le problème, c'est ses adversaires ou ses coéquipiers. Parce que quand il y a Antoine Dupont devant toi, t'as beau jouer à 120% de tes capacités, il sera toujours, même à lui à 80, il sera toujours devant. Ouais, et puis ça avait commencé d'entrée de match avec cette occasion d'essai là où il y a son lacet qui passe en touche et où l'essai n'a pas été validé, l'essai de Malia. Grégory, est-ce que on doit ou pas faire jouer Antoine Dupont au Seven de Madrid? Il y a eu 100 minutes ou en tout cas une prolongue. Il y a eu un peu de fête. On a aussi prolongé le plaisir. Il va partir à Madrid rejoindre le 7 de France. Toi, comme ça, ton regard de supporters pour le Stade Toulousain qui vise un doublé, comment comment il faut le gérer? Je sais pas s'il va jouer. Bon, là, il est parti, mais de toute façon, je pense que c'était prévu d'avance. Donc, j'ai l'impression quand même qu'il se gère vraiment très très bien. Et il a quand même été plutôt bien géré, que ce soit par le staff de l'équipe de France, même par le staff du Stade Toulousain, ou l'équipe de France A7. Et c'est quand même un joueur très intelligent. Et s'il se sent de jouer, il jouera. Mais voilà, la chance qu'il a aussi, c'est qu'il a quand même du temps de jeu. Il a réussi quand même à se générer, notamment contre le Stade Français où il n'a pas joué une minute, où Paul Graou l'a remplacé d'une très belle façon. Donc c'est vrai que s'il pouvait se reposer, peut-être que ça lui ferait du bien, mais en même temps, quand on voit ce que lui a apporté, et il a dit en conférence de presse à la fin du match, et je pense que c'est vrai, j'ai l'impression que depuis qu'il est parti à 7, il a encore franchi un cap, et je sais pas, on a l'impression ça lui fait du bien de partir à 7, Bobol. Ça lui fait du bien à Antoine de partir à 7, ça le régénère, il voit autre chose et c'est un garçon qui a besoin d'être nourri par l'extérieur, de se remettre en question et des fois tu sais comment c'est quand tu es dans la routine du Stade Toulousain, tu arrives le matin, tu t'entraînes, tu rentres chez toi et lui ça lui convient mais à moitié quoi. Donc le fait de partir et de se remettre en question et de revoir une autre chose du côté rugby, je sais que pour lui ça a été une bouffée d'oxygène incroyable. Ouais, mais parce qu'il n'a pas encore des... Et puis après, les matchs à 7, c'est des matchs très intenses en termes de course, mais après, il y a quand même peut-être un peu moins d'impact et moins de temps de jeu. Donc, voilà, s'ils arrivent à bien le gérer, il ne sera peut-être pas titulaire à tous les matchs. Donc, voilà, il peut revenir encore mieux et puis il aura le temps encore de se régénérer sur les derniers matchs. Que joue l'équipe de France à 7 ? C'est ça aussi. Ouais. Ils sont combien ? Ils jouent quoi ? Ils sont 5e au classement général et j'ai plus la poule, mais elle est compliquée la poule des Français, je l'ai plus en tête. Je crois qu'il y a les Argentins, les Fidjiens, et je sais plus qui, mais voilà, et les Irlandais, je crois. Juste quand même, la question que je posais au départ, il faut qu'on fasse une pub, on va la faire. Quentin, ne t'énerve pas, ne fronce pas les sourcils, Quentin. Juste Grégory, quand même, comment tu places toi cette victoire, voilà, dans l'histoire des victoires du Stade Toulousain? Moi, je trouve que c'est vraiment déjà la victoire d'un groupe cette année, parce qu'on se rend compte que s'ils en arrivent là, c'est vraiment grâce au groupe et à la gestion du groupe, parce que ils ont réussi quand même à gérer d'une manière exceptionnelle ce groupe avec, je crois, plus de 50 joueurs qui ont joué. Et faut pas oublier les joueurs, il fallait faire les matchs des doublons qui ont permis aux internationaux de souffler quand ils avaient besoin de souffler, et qui sont arrivés sur cette finale avec une fraîcheur exceptionnelle comme rarement le Stade a eu. D'ailleurs, ça va être pareil pour le championnat. Je pense que le Stade n'a jamais été dans cette position-là en termes de gestion.
cette facilité-là à aborder les 2 derniers matchs du top 14 avant les phases finales pour arriver vraiment frais sur les matchs couperés, quoi. Donc c'est vraiment la victoire d'un groupe. Moi je la trouve je trouve que cette année vraiment c'est la réussite du stade, c'est la réussite du club et c'est vraiment une belle victoire et qui en plus face au Leinster qui est quand même un ogre de cette Coupe d'Europe et qu'on a toujours eu du mal à battre. Donc je la place quand même vraiment tout en haut de toutes les victoires qu'on a pu avoir en Coupe d'Europe. Oui, c'est dire ce qu'on a vu et ce à quoi on a assisté samedi. Merci Greg d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio, bien sûr. Et voilà, pardon si je t'ai enlevé 2 Coupes d'Europe, mais je te les rajoute, il n'y a pas de problème. C'est le roi des stats. Greg, c'est le roi des stats, donc il sait tout et tout par cœur. C'est notre pupu international. Je t'en veux pas, mais je soupçonne Johan Huget ou Philippe d'avoir fait exprès. Non, ils y sont pour rien parce que ils veulent absolument pas, ils veulent pas me faire mes fiches, c'est pas possible. Voilà, non, mais c'est le style parce que vu qu'il y en a une où je suis pas rentré, donc ils se sont dit il est pas champion d'Europe. Ça c'est le style de Johan, ça, vu qu'il les a tous fait titulaires lui. Voilà, c'est parti. Voilà, c'est ça aussi l'esprit toulousain, et c'est aussi pour ça que cette culture de la victoire perdure, parce qu'on sait se chambrer et bien vivre ensemble. Voilà, on sait aussi déborder sur Sud Radio et pardonnez-moi, en tout cas, merci Greg, et on continue bien sûr à parler du Stade Toulousain, de cette 6e étoile dans un instant au cœur de la mêlée sur Sud Radio, la radio du rugby. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée sur Sud Radio, l'émission rugby, bien sûr, vous nous suivez sur l'appli Sud Radio pour nous voir en vidéo, bien évidemment. Philippe Spanghero est là, Johan Huget également, et puis aussi les invités qui se succèdent pour parler de cette 6e étoile des Toulousains. On en parlait, Johan, c'est le 6e titre, mais seulement le 2e contre une équipe étrangère. Il y avait eu 4 titres, 2003, 2005, 2010 et 2021 contre des équipes françaises. C'est ça aussi qui donne du poids à l'histoire de cette belle performance. Oui, je pense que ça a été un levier déjà pour Hugo, de dire oui, tout le monde nous parle que des titres gagnés que face à des équipes françaises, le connaissant un peu, et du coup, notamment dire qu'ils n'ont pas assez marqué l'histoire, 3 défaites ou 2 défaites contre le Leinster. Voilà, il y a eu beaucoup de leviers, je pense, ça a été assez facile pour motiver ces mecs qui cherchent juste à relever tous les défis possibles et inimaginables. Mais cette performance-là face à ce Leinster, elle est quand même remarquable parce que il y a toute une histoire derrière. Ça fait depuis 2019 où on s'arc-boute face au Leinster que sont en demi-finale, en poule. La dernière victoire, ça a été à la maison et encore un essai du bout du monde de quasiment 100 mètres. Ça a été très dur. Mais voilà, elle est tout simplement magnifique cette victoire. Ouais, il y avait une victoire en 2010, effectivement, demi-finale au Stadium face au Leinster. Avec nous pour en parler, on voyage à travers les générations du Stade Toulousain ce soir au cœur de la mêlée. Thierry Mazet qui est avec nous, c'est la génération des années 80, 3 titres de champion de France. Et pas de Coupe d'Europe encore. Immense 3e ligne. Il y avait eu quand même ce fameux Masters. Le Challenge Matra. Et ouais, tout à fait. Le Challenge Matra qui était devenu le Masters, qui était l'ancêtre. Voilà, et qui préfigurait un peu le championnat du monde des clubs que tout le monde attend un jour dans le rugby. Salut Thierry, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Bonsoir François, bonsoir tout le monde. Voilà, on peut dire que tu étais un peu le François Cross de l'époque, Thierry, ou pas? Alors c'est plutôt François Cross qui est plutôt le Thierry Mazet de l'époque, mais parce que c'est moi qui suis le plus ancien, tu vois. Donc moi j'adore ce joueur, j'adore aussi Willis, ce qu'il a mené dans ce groupe. Cet acharnement à vouloir défendre très très haut, d'aller chercher très loin voilà les joueurs adverses. Donc oui, moi je me reconnais bien à travers François. Oui. T'étais un gros plaqueur, Thierry. Est-ce que là les 242 plaquages là, t'en as fait quelques-uns peut-être devant la télé ou pas? Je sais pas si tu l'as vu au stade le match ou à la télé, mais non, je l'ai vu à la télé. Oui. Ouais. Je l'ai vu à la télé. Oui, effectivement, c'est un gros match de défense. Les défenses sont de plus en plus serrées. Moi, j'avais la chance à l'époque, il y avait très peu de joueurs qui plaquaient, donc il suffisait que je plaque un peu plus que les autres et forcément tout le monde disait que j'étais un plaqueur. Aujourd'hui tout le monde plaque, donc tout le monde défend et donc là
depuis, je vous écoute depuis le début, comme chaque lundi d'ailleurs, mais plus particulièrement ce soir. Et c'est vrai que la performance défensive d'Antoine Dupont, qui a mis ce registre-là encore un peu plus en avant, donc prouve bien que tout le monde plaque aujourd'hui, et ça c'est formidable. Ouais. Formidable performance défensive solidaire, voilà. Cette recette de la victoire en finale, parce que là je crois que depuis 2008 les Toulousains n'ont pas perdu de finale, Johan. 7e finale. Ouais, c'est qu'est-ce que ça c'est dû à quoi? On sait que le match le plus dur quand tu joues au Stade Toulousain, c'est les demi-finales, parce que on a tellement confiance au groupe, à l'institution, que si on joue à notre niveau à ce moment-là, du fait de cette confiance de toutes les finales, on peut pas perdre. On ne sait pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui se passe quand on arrive en finale durant toute la semaine, qui nous anime. On est relâché, détendu, et on craint personne en fait. Donc et j'ai envoyé un message à Antoine avant le match. J'ai dit j'espère que vous n'allez pas être la première génération à perdre en finale. Et il m'a dit t'inquiète pas. Donc tu vois, juste dans ce message-là, tu sens quand même qu'il y a de la sérénité malgré tout. Moi j'ai envoyé ça pour le piquer un peu, mais même si ça marche pas, mais ça me faisait plaisir. Mais voilà, c'est l'institution qui veut ça. C'est comme le Real de Madrid, il disait Hugo, mais je sais pas, il y a une sorte de, on va dire qu'il y a plus de pression. On est en finale, on a fait le devoir du club d'amener le club en finale. Maintenant, il y a plus de pression et on joue libéré. Ouais, Thierry, toi, t'as finalement réouvert la voie du titre en 85 au Stade Toulousain. Mais c'est vrai que cette culture-là, elle se transmet, elle perdure, hein. Oui, avec grand plaisir. On voit que effectivement depuis notre époque des années 80, où on est allé chercher quelques victoires, on est allé aussi chercher une autre forme de rugby, où j'entends tous les gens qui parlent, qui disent on joue à la toulousaine. Alors nous on joue. Je pense que les joueurs toulousains jouent simplement au rugby et qu'ils ont compris des choses, et ils se transmettent des choses que les autres n'ont pas compris justement. Donc c'est cette victoire, cette volonté de la gagne, elle existe, et de toute façon le championnat ne s'arrête que quand on gagne le dernier des derniers matchs, et donc la finale fait partie d'un ensemble. C'est pas un match à part, une finale, c'est un match qu'il faut aussi gagner. Donc quand on veut capitaliser les victoires, c'est comme ça, je pense qu'il faut faire. Ouais, on rappelle que quand vous avez gagné en 85, ça faisait presque 40 ans que vous n'aviez pas gagné un titre de champion. Philippe, une prolongation d'ailleurs, après prolongation. Ouais, ça avait été une prolongation magnifique face aux Toulonnais, les plus vieux comme moi s'en souviennent. Philippe Spanghero, on le disait, on parlait d'un doublé. Voilà, on a l'impression quand même que personne ne peut les arrêter, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque entre guillemets alors pas de suffisance à l'intérieur du groupe toulousain, mais quand même, voilà, ils peuvent se faire surprendre ou pas dans ces futurs demi du top 14 qui vont arriver quand même d'ici vers le 20 juin, quoi. On peut toujours se faire surprendre. On les voyait pas se faire battre il y a 2 ou 3 saisons contre Castres, par exemple. Mais là, honnêtement, cette année particulièrement, on a vraiment l'impression de monde d'écart entre le stade et les autres. Et on l'a dit tout à l'heure, et puis on l'avait dit avant. Mais ils se sont donné les moyens dans la gestion de cette saison de préparer les dernières échéances dans des conditions optimales. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Comme le disait Johan en comparant avec le Leinster tout à l'heure, les cadres toulousains ont joué moins de matchs que ceux du Leinster, ce qui n'arrive jamais. Donc voilà, il y a ce turnover qui a fonctionné et qui va encore fonctionner là pour la dernière ligne droite avant les phases finales. Donc si les cadres toulousains sont régénérés, sont au rendez-vous, je crois pas du tout à la suffisance. En fait, ce qui est impressionnant dans cette culture toulousaine, c'est la boulimie de victoire, et ça a pas quitté les générations d'avant, et je crois que ça a encore été même accentué avec celle-là. Donc honnêtement là cette année, pour le bien du rugby, c'est bien que
qu'il y ait un peu de suspense, mais je vois pas qui peut contrarier le Stade Toulousain quand il joue à son niveau cette saison. Vous vous souvenez en début de saison quand vous avez dit oui, le Stade choisit plus la Coupe d'Europe parce qu'ils sont mieux partis, on les sent qu'ils ont de l'appétit, peut-être un peu moins le championnat, ils faisaient un peu plus tourner en championnat. Et là, on se retrouve à la fin de saison et je vous disais non, on choisit pas quand on a Toulouse, on essaie de donner le meilleur, on essaie de donner le meilleur à chaque match, que ce soit en top 14 ou en Coupe d'Europe. Et là, ils arrivent, ils sont quand même premiers du top 14. Ouais, déjà qualifié pour les demi. Thierry Mazet, ancien troisième ligne du Stade Toulousain. Comment ton regard, toi justement, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un temps d'avance, qui est même il y a peut-être jamais eu autant d'avance, ou en tout cas de cette sensation de domination de cette équipe de Toulouse dans le top 14. Tu le perçois comme ça aussi? Oui, tout à fait. Il y a vraiment une impression de sérénité, d'un groupe d'abord élargi avec des jeunes qui en veulent, des jeunes qui sont performants, qui ont du talent. Et cette année, il y a vraiment un groupe encore plus large que les années précédentes. Donc, Johan, je veux dire, de ton époque, il y avait déjà un groupe important, mais là, c'est vraiment... il y a du monde à tous les étages, à tous les niveaux et des personnes de qualité. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel et ils arrivent là sur une maturité, une performance de groupe assez exceptionnelle et donc effectivement, s'ils sont dans cette dynamique-là, moi je vois pas qui peut les arrêter. Qui peut les faire les souffrances en mêlée quand même, et elle a été dominée quand même, la mêlée toulousaine. Ça t'inquiète pas, toi, Thierry? C'est peut-être le petit point, le point sur lequel il faut travailler, ou être vigilant, mais c'est tellement de technique la mêlée que c'est pas. Je pense qu'il y a suffisamment de bons joueurs à Toulouse en première ligne pour relever tous les défis. Après, ouais. C'est normal, le petit Merclair, c'est sa deuxième saison au niveau, il tombe face à la première ligne de l'Irlande quasiment, donc avec plein de vices, c'était tellement dur pour lui quand je l'ai vu rentrer, et il faut pas se... Oui, mais ça avait été difficile aussi pour Dorian un peu avant. Il avait réussi 2-3 fois à rectifier le tir, quand même s'il était en difficulté, mais avec sa roublardise, il avait réussi à tenir, à faire les mêlées les plus importantes, il était là, il était présent, mais... La mêlée a réussi à bon répondre. La mêlée, je sais très bien qu'il y en a qui vont dire no scrum, no win, mais moi je pense que c'est comme fait de jeu, la mêlée. On gagne pas que si on a une grosse mêlée, si on sait pas se faire une passe, si on sait pas contre-attaquer de n'importe où, si on sait pas prendre toutes les opportunités, c'est ça qui fait une grande équipe. La mêlée n'est qu'un fait de jeu à un moment donné. Donc moi je suis un petit peu à l'inverse de tous ces gens qui disent oui, pour gagner, il faut avoir une grosse mêlée. Bien sûr que c'est mieux d'avoir une grosse mêlée, mais on peut gagner aussi sans ça. Mais ils ont su s'adapter aussi, en sortant des ballons très 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 rapidement. Quand ils étaient en difficulté à 2-3 mètres de leur segment de la ligne, il y avait des sorties avec Roumat qui étaient très très rapides. Oui, très très rapide. Donc il y a toujours des moyens de contourner cet effet mêlé. Bon, effectivement, c'est peut-être un point faible, mais il y a plein de liens. Donc et puis la première mêlée, elle a eu lieu après un quart d'heure de jeu. Donc à ce niveau-là, les gens ne tombent pas les ballons et il y a moins de mêlée. Donc moi ça m'inquiète pas trop, monsieur. Bon, alors on est bien sûr ravis de t'avoir eu avec nous, Thierry. On te remercie, bien sûr. Et puis on se retrouve, je sais pas, d'ici la fin de la saison pour parler du doublé, peut-être. En tout cas, on verra. Mais je prends date. on prend date en tout cas. Merci Thierry Mazet d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Dans un instant, on va fermer notre page toulousaine, bien sûr. Vous incitez à nous appeler au 0826 300 300. On est au cœur de la mêlée, bien sûr. Et on va parler de Pro D2 parce que dans 3 jours, ce sont les demi-finales de Pro D2 qui vont débuter avec notamment le club biterrois Béziers qui va tenter de renouer avec l'élite du rugby. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio.
Au cœur de la mêlée, pour parler bien sûr de toute l'actualité rugby, on a longuement parlé de cette 6e étoile toulousaine. Place à la Pro D2 dans 3 jours, les demi-finales qui vont permettre de déterminer les 2 clubs qui viseront l'accession directe pour le top 14, c'est-à-dire le titre de Pro D2. Il y aura Aix-en-Provence face à Grenoble et Vannes face à Béziers. Aix-en-Provence face à Grenoble, ce sera jeudi. On va parler ce soir de Béziers avec bien sûr Yoann Huget, Philippe Spanghero et vous, 0826 300 300. Et on accueille aussi le directeur sportif de Béziers, Benjamin Bagat, qui est avec nous. Salut Benjamin. Salut François, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. D'abord, est-ce que tout va bien? Parce que quand même, il y a eu un match de barrage assez dingue à Béziers, au stade de la Méditerranée. On l'a vécu sur Sud Radio, avec un rebondissement incroyable dans les dernières secondes, un essai de dernière minute, un essai de 4 minutes. Et on va justement le revivre un petit peu pour se rafraîchir la mémoire. Manier qui fait chier pour les Métérois, qui fait crochet de plus, qui va continuer les 22 mètres. Quelle action des Métérois, c'est parti. Allez, Boula, c'est pour Bota. Les Métérois qui sont à 15 mètres de la butte. Le serre, c'est toujours pas ça marquage à l'intérieur du cours. Avec un Sully pour Nkiti. Chipiola qui est à 2 mètres de la butte. Incroyable cette action des Métérois. Et Nkiti qui va marquer l'essai pour les Métérois. Nkiti qui marque l'essai pour les Métérois. C'est quoi cette action de jeu de la part de la SBH? Ouais, c'était Rémi Ruggiero avec Julien Thomas, on l'a vécu en direct dans 33-31. À ce moment-là, vous étiez mené de 31-26, Benjamin. Et puis, il y a eu effectivement un éclair collectif qui a été long et qui a enflammé le stade. Est-ce que Béziers est retombé après ce final, ce feu d'artifice? Ouais, ça a été un peu compliqué parce que franchement c'est des émotions. Je crois que Charlie vous l'a dit sur votre antenne, je crois, il y a hier ou avant-hier. C'est vrai qu'on a mis du temps à retomber. On avait déjà vécu contre Nevers sur l'avant-dernière journée de championnat où c'était pareil, ça s'était joué dans les arrêts de jeu. Ce qui est beau, c'est de remplir ce stade et de donner des émotions aux gens et ça c'est juste incroyable. Alors, il va se passer un déplacement assez lointain, 850 km, pour aller à Vannes. D'abord, comment vous y allez dans le Morbihan? On va y aller en avion. On va partir mercredi et voilà. Et on va essayer de se préparer du mieux possible. Parce que c'est vrai qu'en phase régulière, on y avait été en bus. Franchement, c'est le bout du monde. Hein. Donc voilà, on va essayer de préparer au mieux ce déplacement en terre bretonne. Yoann, Philippe, avec Benjamin Bagat, directeur sportif de Béziers. Oui, bonjour Benjamin. J'ai une question par rapport à la récupération et bien sûr quand on gagne c'est plus facile, mais vous êtes vraiment allé chercher et puiser dans vos recherches pour emporter ce barrage. Comment vous êtes physiquement? Ouais, physiquement, c'est vrai que ça fait plusieurs matchs où si on enlève le match d'Angoulême, on gagne dans les dernières minutes. Après, c'est un peu l'inverse de ce qui s'était passé l'année dernière. On avait du mal dans les dernières minutes. Voilà, c'est sûr que on s'est préparé tout l'été à l'intersaison pour ça, pour essayer d'améliorer ce qui n'avait pas marché l'année dernière. Donc voilà, on est un peu mâché, mais comme tu sais, il y a la cryothérapie qui existe, il y a des choses qui nous aident à récupérer plus vite et puis quand tu gagnes, c'est toujours plus facile. Donc on sera prêt vendredi soir, ça c'est sûr. Philippe, avec Benjamin Bagat. Ouais, bonsoir Benjamin. D'abord, bravo parce que faire partie de ce groupe qui redonne autant de ferveur à cette ville, c'est quand même magnifique. Parce qu'on voit qu'il en fallait pas beaucoup pour remplir ce stade et ça c'est beau. Mais là j'ai une question. Alors bien sûr, il faut prendre les matchs après les autres, comme on dit, mais il y a à la fois le court terme et puis là les échéances approchent. Est-ce qu'on commence à se gratter la tête un peu en ayant dans un coin de la tête de se dire que si ça monte, il faut organiser les choses dans l'urgence? Ouais, tu sais, se gratter la tête, quand t'es dans notre rôle ou dans celui de Pierre ou le mien, Caillé, on se la gratte tout le temps. Mais non, je crois qu'aujourd'hui on vit les choses, au jour le jour, match après match, et on verra bien ce qui arrivera derrière. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir ce groupe de joueurs, c'est juste incroyable. Ce qu'ils y mettent, ils mettent tout tous les week-ends. Et quand tu as la chance d'avoir des joueurs comme ça, et qu'ils soient expérimentés ou pas, et ils donnent tout. Et franchement, François, tu sais, il y a quelques années de ça, à Bègle, on avait un groupe un peu différent des autres.
voilà, j'ai l'impression quelque part de revivre ça. Donc les questions, franchement, on se les posera quand elles vont arriver. Pour l'instant, on a une demi-finale à jouer. On a passé un quart de finale contre une énorme équipe de Brive, voilà, qui nous a bien secoué. Vous avez parlé de Toulouse, mais nous aussi on s'est fait secouer. On a eu un peu mal au cervical, mais voilà, on est là. Écoute, on va aller guerroyer à Vannes. Personne nous attendait là. Voilà, écoute, sur un malentendu, hein. Tu connais la suite, hein. On ne sait jamais, effectivement. Mais bon, il y a Vannes quand même. C'est pas votre adversaire favori, les Vannetais. Ouais, ils étaient venus chez nous, ils étaient invaincus. On avait encore fait 10 dernières minutes de folie, puisqu'ils nous menaient de 12 points. On était revenu à une transformation dans les arrêts de jeu déjà sur le poteau. Et puis chez eux, on avait fait une bonne première mi-temps. Après, on avait été une équipe un peu hybride. On avait explosé en deuxième mi-temps. Voilà, ils sont favoris. Voilà, ils sont chez eux. On sait que c'est important de recevoir. Le stade sera plein. Nos supporters ont du mal à trouver des places où elles sont un peu éparses. Apparemment, ils séparent nos supporters, mais voilà, nous on va s'envoyer comme des chiens, comme ce qu'on est capable de faire depuis le début de saison. Bon, on accueille au 0826 300 300 Philippe qui nous appelle, supporter de Grenoble. Salut Philippe. Bon, salut François, bonsoir à tous. Merci d'être en direct. Grenoble va vivre l'autre demi-finale. Le FCG se déplace à Provence, la tête de série numéro 1, puisqu'on est pendant Roland, on peut parler comme ça de Provence Rugby. C'est effectivement un gros match, un gros challenge pour le FCG que de se déplacer sur la pelouse d'Aix-en-Provence qui est le numéro 1 comme tu viens de le dire, et effectivement ça va être un gros match, et je pense un beau match aussi. On dit souvent, enfin en tout cas, je sais pas statistiquement, j'ai pas vérifié, mais il y a souvent une surprise sur les deux matchs. Je vois plutôt Béziers faire la surprise ou Grenoble. Attention, il y a Benjamin qui est là de Béziers. Alors je dirais que c'est la surprise, elle va peut-être venir d'une équipe rouge et bleue. Savoir laquelle, mon cœur pense pour Grenoble, effectivement. Je crois qu'il y a un Grenoblois du côté de Béziers d'ailleurs, Pierre Caillé. Donc voilà, il y a un peu de Grenoble à Béziers, mais non, je pense que parce que je suis pas du tout objectif que le FCG peut et doit et va faire cette surprise en allant gagner à l'extérieur. Ouais, Benjamin Bagat, quand même, le regard sur la saison de Grenoble, elle est quand même assez incroyable. Ils ont eu je sais pas combien de points de pénalité, 8 je crois, et ils se retrouvent qualifiés en demi face à Provence. Non, mais ils ont fait une série de victoires, c'est assez incroyable. C'est pareil, c'est une équipe qui est revenue du Diable Vauvert à un moment donné où ils étaient en difficulté. Ils ont eu plein de coups du sort contre eux, et franchement, respect à ce qu'ils ont fait, et respect à Nicolas Nadeau et à ses joueurs et à Steve Lamapaz que j'ai eu la chance de côtoyer quand j'étais à Chambéry. Voilà, ils ont fait un truc incroyable, et moi je pense qu'en fait il peut y avoir une finale à Toulouse, une finale rouge et bleu, comme ça contenterait tout le monde. Bon Philippe, ça te va ça, une finale Grenoble-Béziers ? Complètement. Je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que si on pouvait, on signerait tout de suite. Et effectivement, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, oui, le FCG a eu beaucoup de coups du sort cette année. Et aujourd'hui, ce groupe et ces joueurs, pour avoir discuté avec quelques-uns dernièrement, je peux vous assurer qu'ils ont le couteau entre les dents. Ils sont revanchards de tout ça. Ils sont sur une belle dynamique. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, le FCG, c'est l'équipe que personne veut prendre, quoi. Ouais, les demi-finales, tiens Johan, les demi-finales, tu le disais, c'est le match souvent le plus dur à gagner quand on est au Stade Toulousain, où en finale on ne doute pas. Quel petit conseil tu peux donner, tiens, à la fois aux Biterrois et aux Grenoblois, outsiders sur ces finales? Ouais, outsider, quand tu te déplaces, de toute façon, tu es toujours un peu outsider. Là, ils vont faire plus de 800 km pour aller à Vannes, une grosse écurie, et comme il dit Benjamin, ils n'ont rien à perdre. Ils vont se jeter dans la bataille. Et comme il a dit, sur un malentendu, et souvent les malentendus ils tournent en notre faveur, enfin dans la faveur quand tu n'as pas trop de pression. Donc moi je sens les Biterrois capables de rivaliser. Ils sont sur une bonne dynamique positive. Il y a une histoire d'homme aussi qui est très importante pour aller chercher quelque chose et des victoires à l'extérieur.
Et cette victoire la semaine dernière, elle est très salvatrice pour eux, je pense. Voilà, ils sont passés près du précipice et ils sont toujours là. On va vous remercier, messieurs. Benjamin, bon match vendredi, bon match au Grenoblois à Aix. C'est jeudi, on le vivra bien sûr sur Sud Radio, bien évidemment, ces demi-finales en direct, en intégralité sur la radio du rugby. Merci messieurs, merci Philippe Spanghero. Peut-être juste ton prono, toi. Est-ce que tu vois une surprise dans ces deux demi, Philippe, pour terminer? Il a vu un bon prono avec le stade. Il était bon. Ben oui, j'étais à 3 points près. Mais complètement. Et mais bien sûr, j'avais dit 27-23. Oui, mais pas avant les prolongations, Kikio. Calme-toi. Mais tu voulais que je prédise les prolongations? Tu m'as pris pour Nostradamus? Non mais attends, arrête de me chercher là. Arrête, Philippe. Non, bon alors laisse-moi me concentrer, me connecter. Donc j'avais donné quand même un très bon pronostic sur Grenoble-Dax la veille, mais t'écoutes pas quand t'y es pas. Et donc là, je vois plutôt, désolé Philippe, mais plutôt un coup de Béziers à Vannes, parce que je voulais poser cette question à Benjamin, on n'aura pas trop le temps, mais je me pose la question de la rupture de la dynamique. Je sais pas si c'est bien d'avoir évité les barrages ou si ça casse la dynamique qui sera plutôt bitéroise. Bon, parce que Vannes avait été surpris contre Biarritz il y a 2 ou 3 saisons en ne passant pas par les barrages et ils n'avaient pas réussi à rentrer dans ce match. Donc, s'il y a un coup à l'extérieur, pour moi, ce sera plutôt Béziers. Sachant que Vannes a déjà perdu les 2 derniers matchs. Oui, c'était contre Brive notamment. Allez, on va continuer le débat encore entre nous et bien sûr, vous nous retrouvez jeudi. Allez, à très bientôt, 20h59, on est un petit peu en retard. Allez, Jacques Messi, les clés d'une vie, et à jeudi pour le rugby sur Sud Radio, la radio du rugby. À tout de suite.